Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je m'appelle Danielle Robert, je suis responsable des activités culturelles. Comme je le disais plus tôt ce matin, et Jean-Sébastien Bélanger vous a tous envoyé un courriel, mais pour ceux qui ne l'ont pas reçu, nous sommes vraiment très sincèrement désolés de ne pas pouvoir présenter l'exact même programme qu'on avait prévu pour cet après-midi, Madame Fortin ayant dû annuler sa conférence pour des raisons de santé. Alors, Stéphane Aquin, conservateur de l'art contemporain et co-commissaire de l'exposition, a donc très généreusement accepté de vous offrir une autre conférence, Peter Doig, Les chemins de la peinture. Né à Édimbourg, Peter Doig est l'un des peintres actuels les plus intéressants et les mieux considérés. Il a grandi à Trinidad et au Canada. Doig a passé sa jeunesse à Montréal et dans les cantons de l'Est, et c'est ici qu'il s'est familiarisé avec l'œuvre des grands peintres canadiens, David Milne, James Wilson Morris et Ozias Leduc, dont il est devenu un fin connaisseur. Doig revitalise la tradition décorative en peinture. Son inventivité formelle, la suggestivité romantique et la sensualité de sa palette le situent bien loin de l'approche conceptuelle qui domine l'art aujourd'hui. Sa volonté de relever le défi que pose encore la peinture des Gauguin, Matisse, Bonnard, Hartley et Hopper le place dans une lignée des grands coloristes, des maîtres de l'expression picturale aux œuvres richement texturées. À la fois dépouillées et monumentales, ces œuvres dégagent un caractère exotique par leur sujet. L'exposition Peter Doig, Nulle terre étrangère, est organisée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal et la Scottish National Gallery of Modern Art à Édimbourg. Le MBAM étant le seul arrêt de cette magnifique exposition en Amérique du Nord. Mesdames et messieurs, accueillons Stéphane Aquin. Bonjour, donc c'est un plaisir d'être ici avec vous. C'est toujours un plaisir de voir à quel point vous répondez de façon si enthousiaste à nos programmes, à nos invitations. On est très, très touchés de ça. Et j'en profite pour faire du charme et vous demander d'être tolérant et de bien me pardonner les inexactitudes ou, disons, les défauts de cette présentation. J'ai su ce matin, comme Daniel, que Sylvie Fortin ne pouvait pas venir. Et comme je fais une conférence demain aussi sur Peter Doig, donc j'ai rapaillé quelques images que nous avions des œuvres de l'exposition et d'autres œuvres et d'autres documentations, de façon à donner un éclairage différent sur l'œuvre de Peter Doig que celui que je compte faire demain, au cas où certains d'entre vous avaient prévu aussi d'être là demain. Merci. Alors, en fait, celle-ci va se structurer donc sur les images, mais avec de l'information relativement inédite, parce que hier, nous avons fait un entretien avec, là encore, si certains d'entre vous étaient là hier, vous allez entendre des choses, vous avez déjà entendu, mais un entretien avec Peter sur son processus créatif qui est très intéressant. C'est un aspect que personnellement j'ai peu étudié, mais à force de le côtoyer, d'échanger avec lui, de lire sur telle ou telle œuvre, je m'y suis intéressé forcément. Et donc j'ai pensé que pour aujourd'hui on pourrait suivre un peu avec quelques œuvres le parcours de l'exposition et en voyant comment il est arrivé à ces décisions plastique. Vous savez, c'est un artiste fascinant que Doig. Il travaille tout le temps, mais il laisse très très peu d'œuvres sortir de l'atelier. Cela peut lui prendre des fois 5, 6, 7 ans avant de laisser une peinture partir. Il va la regarder tous les jours, il va y travailler des fois un peu, il va rien faire, des fois il va tout racler, tout enlever et repeindre, mais ce processus de décision qui consiste à statuer sur l'état fini de la peinture est très, très, très complexe, des fois très long, et implique énormément d'études et de travail. Alors, pour ces œuvres-là que je vais vous montrer, vous allez voir comment il en arrive ici et là à décider, à considérer qu'elle est finie, que l'œuvre est finie. Des fois, il va juste sortir 2, 3 toiles par année, hein. D'où le très haut niveau de désirabilité, si l'on veut, de son œuvre.
quand il y a 2 œuvres ou 3 toiles qui sortent par année, et que tous les musées de la planète en veulent une, et que tous les milliardaires encore plus. Vous imaginez que c'est pas, il y a une grosse pression en fait qui s'exerce sur lui. Il est remarquable dans la manière qu'il a de composer avec cette pression et de ne pas se laisser influencer par ça. Alors on commence l'exposition avec celle-ci, Haus der Bilder, qui veut dire donc en allemand la maison des peintures, la maison des images. Et Peter la voulait sur le mur d'entrée de la première salle, précisément parce que toute l'exposition et toute son œuvre est une œuvre de peinture, donc de tableaux et d'images. Et ce qu'on voit, c'est ce personnage, dont plusieurs pensent que c'est une femme, mais en fait, ce n'est pas une femme, c'est un homme, je vous expliquerai ensuite plus tard, qui regarde à travers une fenêtre des peintures qui sont à l'intérieur, en même temps qu'on voit sur les fenêtres le reflet du monde dans lequel il est. Donc tout de suite est établi dans cette œuvre cette espèce de dialectique entre la fenêtre qui donne à voir sur un monde, qui est celui de l'œuvre d'art, en même temps que cette fenêtre est un miroir sur lequel se réfléchit le monde dans lequel on est, qui est encore, puisque nous regardons une peinture, celui de la peinture. Et ça, on a abondamment parlé de cette question avec lui. Il est réellement investi dans cette considération du rapport entre l'œuvre et entre la peinture et la réalité. Mais voici des exemples de comment se construisent ces images qui se donnent souvent comme étant des instantanés de la réalité, mais qui sont en fait des compositions très, très travaillées. Comme je le disais, il peut prendre des années à sortir une œuvre. Attendez, pardon, ça c'est tellement fatigant quand le présentateur revient en arrière. Mais voyez, celle-ci, ça a pris au moins 2 ans, si ce n'est 3, à sortir. C'est une œuvre transition aussi. De transition, on va voir plus tard pourquoi, parce qu'il la commence alors qu'il est à Londres, mais il la finit alors qu'il vit à Trinidad. Et on va voir que les considérations qu'il a dans cette œuvre se réfléchissent dans d'autres œuvres de l'exposition. Mais voyez, donc, on le voit composer à partir d'une photo qu'il a prise d'un Amérindien, d'un homme amérindien habillé avec un long manteau de cuir qui cherchait ses clés. Il voit ce gars-là à Vancouver, il prend une photo, tac, et puis ensuite il le replace devant un dessin, devant une scène en fait qu'il avait vue à Vienne d'une galerie de peinture. Et quand on voit l'exposition, quand on voit l'œuvre, on n'a pas idée de ce travail de composition, mais ça nous introduit tout de suite dans la façon dont il travaille. C'est que chaque œuvre, bien que d'apparence réelle, bien que semblant ou paraissant une scène tirée de la vie, est en fait totalement construite à partir d'éléments photographiques, d'éléments dessinés, d'éléments imaginés et d'éléments mémorisés. Et c'est la façon dont il conjugue tous ces éléments qui est tout simplement remarquable. Une œuvre également type de ce genre de travail, c'est Music of the Future, qui est dans la première salle aussi, à votre droite. Donc, qui est un très grand tableau qui appartient à la collection du Louisiana Museum of Art à Hoblebeck, au Danemark. Musée, paraît-il, merveilleux. Je rêve d'aller un jour. Et Doig est donc arrivé à Trinidad. Vous savez qu'il s'installe à Trinidad en 2002, après y être retourné en 2000. Il retrouve, il l'a dit dans le catalogue, dans une entrevue qui est dans le catalogue, pardon, les parfums de son enfance. Il reconnaît même des rues. Il est étonné de la familiarité ou du sentiment de familiarité qu'il a avec Trinidad après ne pas y être allé pendant plus de 30 ans. Et il s'installe là, et c'est d'ailleurs un tournant dans son œuvre parce que, pour la première fois, en 10 ans, il compose à partir de la réalité qui l'entoure. Je fais une brève parenthèse. Quand il était à Londres, durant toutes les années 90, l'œuvre de Doig s'inspirait davantage de ses souvenirs du Canada ou d'un idéal d'un pays nordique. Des fois, il allait s'inspirer des scènes, des publicités sur l'hiver canadien qu'il trouvait à la Maison du Canada à Londres, à Trafalgar Square.
des scènes de ski, des scènes de montagne, des scènes d'hiver, des fois des photos d'archives ou des photos personnelles. Mais là, il arrive à Trinidad, et en fait, donc, quand il était à Londres, il peignait, si l'on veut, un monde qui n'était pas celui dans lequel il vivait. Il disait d'ailleurs que Londres était une ville trop prenante et qu'il ne pouvait pas compétitionner en peinture avec Londres. Mais il arrive à Trinidad et son œuvre change du seul fait qu'il accepte ou qu'il entreprend de peindre le monde qui l'entoure. Encore une fois, ce monde qui l'entoure, il le compose à partir de sources qui ne sont pas nécessairement celles du réel. Dans ce cas-ci, il voulait décrire ou peindre la nuit sous les tropiques. Vous savez, vous êtes sans doute allé soit au Mexique, à Cuba, quelque part dans les Caraïbes, l'hiver. La nuit n'est pas la même, la couleur de la nuit n'est pas la même qu'ici, ne fût-ce que du seul fait que nous n'avons pas, comment dire, les rues sont moins éclairées là-bas. Une nuit à la Havane, vous savez, tout est sombre, puis on distingue à peine les gens. Et c'est une couleur très particulière, et c'est cela qu'il voulait capter dans ce tableau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille à partir d'une carte postale du sud de l'Inde qu'il avait trouvée à Londres, parce qu'il n'avait pas d'image photographique. Il se dit c'est sensiblement le même type de lumière. Donc il compose sa scène à partir de cette scène indienne. Et c'est à quoi il me dit d'ailleurs, mais en fait, les Indiens qui ont peuplé Trinidad venaient précisément de cette région du sud de l'Inde, dont j'oublie le nom, donc il y a une sorte de correspondance. Mais à côté, vous allez voir un certain nombre d'esquisses extrêmement colorées. Je lui dis, mais comment se fait-il que ces esquisses soient si colorées alors que la toile est si sombre? Et en fait, il voulait tout simplement composer ces groupes d'individus. Alors, il les compose en couleurs de façon à distinguer les blocs, les zones, les masses, et ensuite les redistribue sur la toile, qui est mieux... Là, ouais, c'est très... On n'y échappe pas. Ouais. Alors, vous voyez là, 3 groupes. C'est quand vous serez dans les salles que vous allez pouvoir comparer, mais parce qu'on les a littéralement mis à côté de la grande toile, et retrouver dans la grande toile, dans le fond, ces groupes qui sont esquissés dans les petites toiles, qui sont absolument magnifiques. Et vous voyez ce personnage au centre, on le voit ici sur une autre de ces esquisses, et on voit comment, même lorsqu'il compose une scène tropicale, son œuvre est également hantée par une profonde, ou une mémoire, si l'on veut, picturale, qui lui vient de sa très profonde connaissance de l'histoire de l'art. Parler avec Doig, visiter une exposition avec Doig, ou visiter les collections permanentes, comme on l'a fait à quelques reprises, notamment les galeries canadiennes, c'est un pur enchantement, parce qu'il est d'une attention à la peinture et d'une considération pour l'œuvre des autres peintres qui est tout simplement exceptionnelle. C'est un expert, mais encyclopédique de la peinture, et c'est quelqu'un qui l'embrasse avec beaucoup d'empathie. Et ça a été... C'est remarquable de voir l'attitude qu'il a. Il n'est pas en compétition avec Matisse, Bonnard, Vuillard, Gauguin. Il embrasse leur travail, il l'absorbe, il le reconfigure, le redigère et le transforme d'une manière là, tout à fait unique. Voici un tableau. Donc, et là encore, j'oublie l'auteur. Ça fait partie de ces pertes dues à la rapidité avec laquelle j'ai dû préparer ça aujourd'hui. Mais peut-être... Non, mais demain. Enfin. Merci. On va retrouver des notations, si l'on veut, ou des résonances de ce type dans plusieurs de ces toiles. Ici, une autre œuvre qui est dans cette même salle d'introduction, qui est remarquable, qui s'appelle Grande Rivière, qui est, avec Music of the Future, le premier grand paysage trinidadien qu'il réalise. Grande Rivière, c'est une baie à Trinidad, qui est aussi une réserve écologique où viennent pondre une certaine espèce de tortue marine.
Je pense que c'est les... pas turtleback, mais... C'est majeur. Pardon? Merci, leatherback. Voilà. Et donc, il peint cette scène tout simplement éblouissante. Je vous invite, quand vous serez dans l'exposition, de la regarder de près. Vous pouvez littéralement passer une demi-heure à en admirer la surface, qui est d'une richesse infinie. Et dans ce cas-ci, il s'inspire de deux images qu'il croise. Une que lui-même a faite donc de la réserve, et l'autre aussi, d'ailleurs, que lui-même a prise, mais d'un autre point de vue, avec ce cheval et ces oiseaux qui sont sur la rive. Et regardez bien à gauche, donc, le navire, la position du navire, espèce de reflet au bas, et à droite, le cheval et les oiseaux. Et vous voyez qu'ils conjuguent le tout en une seule scène qui est tout simplement englobante et magique. Évidemment, il situe le tout sous un ciel presque nocturne, ce qui n'est pas le cas ici. Il le disait hier, ou était-ce avant-hier, ce qui l'intéressait le plus, c'était de peindre ces moments où la nature est transformée par l'effet d'une lumière exceptionnelle. Soleil couchant qui apparaît subitement à un certain angle lors d'une tempête de neige et qui transforme la scène en une espèce de blizzard rose, par exemple. C'est ces moments où ce qui semble familier est transformé et semble absolument onirique du fait d'une transformation de la lumière ou de l'éclairage. Des mers oranges, des ciels roses, ou alors cette étrange vision de 100 Years Ago. Sans doute une œuvre qui est considérée comme un des chefs-d'œuvre de Peter Doig. Je ne sais pas si ceux d'entre vous sont déjà allés en haut. C'est une œuvre remarquable que le Centre Pompidou a acheté à cette époque. Ils en sont bien chanceux. C'est une œuvre qui serait inabordable aujourd'hui. C'est une œuvre qui fait la transition entre sa période canadienne, donc les années londoniennes, et sa période trinidadienne, qui est l'objet de cette exposition-ci. Et iconographiquement, c'est une œuvre qui réunit les deux mondes. Alors on voit le canot, qui est l'emblème d'une certaine peinture canadienne, et vous savez, c'est un passionné de Tom Thomson. Il a abondamment utilisé ce motif, notamment dans des œuvres reprises du film Friday the 13th, où on voit à la fin un personnage dans un canot et un canot flottant, des scènes sublimes. D'ailleurs, je vous invite, forcément pour l'exposition, dans la recherche, j'ai regardé Friday the 13th. Eh bien, j'ai compris pourquoi il a saisi ces scènes-là. Ça vient à la toute fin du film. Elles sont tout simplement sublimes. Le directeur de la photographie de ce film était un très, très grand directeur de la photographie. Et ces scènes arrivent sur un fond de musique électronique un peu planante. Et elles sont d'une beauté, mais douloureuse. Et c'est... faites fast-forward jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment où vous voyez les deux images, mais vous allez comprendre, c'est des images absolument remarquables. Donc, il s'inspire de ce canot, mais il compose à la fois, donc l'iconographie est composée à la fois du canot canadien, mais aussi de l'île en haut, qui est une île au large de Port of Spain qui s'appelle Carrera, où se trouve une prison. Donc rien de très, très jovial. Et en fait, alors que je pensais qu'il s'était davantage inspiré d'une œuvre, par exemple, comme Voice of Fire, imaginée à l'horizontale, parce qu'il y a un côté très Colorfield à cette toile, 100 Years Ago, c'est en voyant ces trois baigneuses et avec tortue de Matisse au musée de Saint-Louis en 2000, alors qu'il a une exposition d'estampes en 2000 ou 2001, qu'il se dit « je veux reproduire ça, je veux faire l'équivalent en termes de distribution des plans de couleurs du fond
et d'occupation de la surface par des masses en surface. Et c'est cet effet-là du Matisse qu'il cherche à reproduire dans 100 Years Ago. Mais évidemment, il le fait de façon monumentale avec des champs expansifs de couleurs, qui est typiquement Colorfield. Et en ajoutant cette source iconographique, voici une photo de l'île de Carrera prise par l'artiste et un motif qui va revenir à répétition dans le jeu de Lego, si l'on veut, compositionnel de Doig. Mais l'œuvre aussi évoque, là encore, par une sorte de mémoire de l'histoire de l'art, une autre œuvre célèbre qui est celle d'Arnold Böcklin, L'île aux morts de 1880. Böcklin qui a peint 5 fois cette scène, donc il y a 5 versions existantes, une qui a été détruite durant la guerre, durant le bombardement de Rotterdam, mais celle-ci que vous pouvez voir à Bâle. Il y en a une autre de la même année, 1880, qui se trouve à New York. Et c'est évidemment une œuvre référence pour 100 Years Ago. Mais le personnage, lui, arrive d'une toute autre source. Donc ce personnage assis, c'est Darren Allman, que vous voyez au centre debout. Donc un des frères des Allman Brothers Band, qui était un band de blues rock américain des années 60. De la fin des années 60. Doig, en amateur de musique, s'inspire littéralement de ce personnage, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un long hair, une sorte de personnage fantomatique qui semble appartenir à un autre siècle. Et c'est la composition de tous ces éléments qui entrent dans une image comme celle de 100 Years Ago. Vous voyez Darren Allman. Et cette œuvre se trouve dans l'expo. C'est juste un dessin, mais c'est absolument splendide. C'est la composition de tous ces éléments qui entrent dans cette œuvre. Une autre œuvre absolument remarquable de Peter Doig, c'est Pelican Stag. Il réalise cette œuvre en 2003. Cette œuvre lui vient d'abord d'un souvenir. Il est avec Chris O'Philly, un grand artiste londonien avec qui il s'installe à Trinidad, un grand ami à lui. Chris O'Philly qui est connu pour avoir été au cœur du scandale du Brooklyn Museum, je pense que c'est en l'an 2000, quand ils avaient exposé les Young British Artists au Brooklyn Museum, et il y avait une œuvre, la représentation d'une Madone, mais extrêmement tropicale, qui reposait sur deux droppings d'éléphants. Et le maire Giuliani était parti en croisade contre le Brooklyn Museum, contre ce qu'il voyait être une atteinte sacrilège. Une attaque sacrilège, et donc avait menacé de retirer ses subventions, son financement du Brooklyn Museum. Chris O'Philly donc, est malheureusement connu du grand public pour ça, mais il est aussi l'auteur d'une œuvre tout simplement remarquable. Donc O'Philly et Doig se trouvent sur une plage à Trinidad et voient un homme se débattre avec un pélican dans l'eau. Et il se disait, ah tiens, l'homme est en train de sauver le pélican, mais c'est le contraire, il était en train de le tuer. Et il voit cet homme sortir de l'eau avec le pélican qui traîne, une vision assez frappante, et il est un peu hanté par cette vision, et il décide d'en faire une toile, mais il n'y a aucune source photographique. Et là encore, donc, cette œuvre est magnifique, vous la regarderez de près, cette espèce de jet de lumière au centre qui est une chute de peinture bleue, qui est à la fois une chute d'eau, une chute de peinture, une chute de lumière, sur lequel se détache cette vision d'un homme saisi, là, comme s'il venait de commettre un crime. Voici une autre version, et voici l'image dont il s'inspire. En fait, pour recomposer ce souvenir, il a encore une fois recours à une carte postale, là encore, d'un pêcheur indien qui traîne son filet sur la plage. Mais il va recomposer cette scène de façon différente. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a agrandissement sur le personnage. C'est la seconde version de Pelican. Je reviens rapidement. Vous voyez comme on est beaucoup plus en zoom-in ici par rapport à celle-ci.
Donc là, il s'écarte un peu, il produit une œuvre très différente en termes d'effets plastiques. Cette œuvre-ci est presque bucolique, elle n'a rien de l'effet dramatique et un peu presque film d'horreur, en guillemets, là, de la première. Mais il va revenir sur cette œuvre à moult reprises. D'abord, ça, on voit des esquisses ici. Pardon. D'ailleurs, c'est de cette œuvre que Peter Doig nous a fait don d'une reproduction de haute qualité sous sa surveillance signée, numérotée, je le dis, c'est disponible à la librairie. Bon, c'est pour le pitch de vente. Là. Et cette œuvre-ci, Halterback, qui date de 2004, qu'on a aussi dans l'exposition, et qui est une toute petite œuvre. Donc, il réalise ces deux grandes versions, mais il revient sur son motif. Et c'est aussi quelque chose qu'il a souvent mentionné, c'est que la partie la plus difficile de la création d'une peinture, c'est le choix du sujet. Et il peut prendre des années avant d'arrêter sa décision sur un sujet plutôt qu'un autre. Et on se rend compte quand on analyse chacune de ces œuvres qu'effectivement, les scènes sont judicieusement choisies, elles résonnent d'une espèce de profondeur iconographique qui est impressionnante. Dans ce cas-ci, le sujet, c'est un homme qui regarde la peinture, mais la source, c'est littéralement une autre œuvre d'art qui existe comme telle. Vous voyez à droite Honoré Daumier, donc l'amateur d'estampes. C'est une œuvre du milieu du 19e siècle qui est dans la collection du Art Institute of Chicago. C'est une toute petite œuvre, hein. C'est rien de monumental. Mais là, Doig la reprend donc en 2004 et il la souffle à grandeur monumentale, mais il transforme non pas le sens de l'œuvre, puisque c'est un homme qui regarde des peintures, mais le contexte de réception. Au lieu de regarder des estampes, cet amateur regarde des tableaux sur un mur, mais une sorte de mur transparent. C'est comme si ce mur était composé de fenêtres flottantes à travers lesquelles on voit où se trouve filtré, puisqu'il y a des effets de couleur, le paysage tropical. Et l'œuvre qui regarde de manière plus spécifique, c'est précisément l'œuvre qu'on vient de voir, donc la grande version, la seconde version de The Pelican Stag. Alors, il le disait hier, en fait, cet amateur d'estampes, c'est une sorte d'autoportrait déguisé. C'est Doig qui, en 2004, regarde une de ses œuvres du paysage de Trinidad, un paysage vectorisé par une carte postale d'un paysage indien. Et à la fois, en même temps qu'il regarde cette toile, autour de lui se trouvent d'autres scènes qui donnent directement sur le paysage que lui voit de son atelier. Alors on est dans un rapport presque, on est dans une mise en abîme, si l'on veut, de la peinture, mais à 1, 2, 3 niveaux de complexité, tant et tellement qu'on se perd un peu dans la dialectique exacte de ce que l'on voit, de qui est en train de regarder et de comment il regarde ce monde et ses œuvres. Voici quelques esquisses préparatoires qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui montrent comment il travaille à la fois à placer le paysage qui est en arrière, à définir le personnage, puis en même temps à singulariser cette fenêtre qui est son œuvre. Stag, qui, je le répète, est une vision médiatisée, donc d'une scène mémorisée. Magnifique esquisse. Là, il lui met un nez rouge, il le transforme un peu en ivrogne. Ça fait rire, mais en même temps, c'est pas si faux. C'est qu'il s'inspire aussi beaucoup de Manet. Et Manet a fait 2, 3 toiles de buveurs d'absinthe et d'ivrogne qui sont toujours un peu en arrière de l'œuvre de Doig. Et voici qu'il revient donc sur la même thématique de la perception de la réalité à la scène, la première scène, Haus der Bilder, et dans ce cas-ci, c'est House of Pictures Carrera. Donc, il reprend la composition, mais au lieu que ce soit un homme qui regarde à travers une fenêtre des tableaux, c'est littéralement un mur percé de fenêtres qui donne directement sur le paysage de Trinidad. Donc, on est dans une tentative, on voit Doig qui est aux prises avec la question de comment représenter l'environnement qui est le sien.
Et il est très spécifique là-dessus. Il veut éviter de tomber dans tous les pièges de l'exotisme. Quel regard un peintre aujourd'hui peut-il porter sur le paysage tropical? Ça va être un peu la question que je vais aborder demain. Mais c'est un terrain miné. Gauguin est passé par là, James Wilson Morris, Matisse. La vision exotisante, si l'on veut, des tropiques est fortement connotée dans l'histoire de l'art. Elle est aussi très, très connotée en fonction des considérations postcoloniales qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles d'un artiste comme Doig aussi, qui est né en Écosse, qui a vécu au Québec, qui se retrouve à Trinidad, après avoir séjourné dans la métropole de l'Empire britannique. Il est parfaitement conscient de ces considérations. Il veut éviter les pièges de l'exotisme et il veut donner à voir ce paysage qui est le sien. Et donc, il le positionne comme ça à travers ses fenêtres. Vous voyez une bouteille de bière qui est la bouteille Stag, qui est une bière très courante. C'est une des deux grandes marques de bière à Trinidad. Celle-ci est vendue pour les hommes, c'est Stag, Man's Beer. Et voilà, c'est une image quand même un peu de violence. Quand on a des bouteilles de bière vides au sol, c'est qu'il s'est passé quelque chose la veille. Et c'est une prison que l'on voit à travers les fenêtres. Donc là encore, une scène un peu dure. Mais c'est presque en sous-texte. Il le fait maintenant de façon très subtil. Et voici le mur, en fait, à partir duquel il compose ce mur de House of Pictures. Une autre scène aussi très frappante qui se trouve dans cette seconde salle, qui est la Pérouse Wall. Donc, un homme qui marche le long de ce mur. Et la Pérouse, derrière ce mur se trouve, donc c'est un mur à Port of Spain, se trouve le plus grand cimetière de Trinidad. Mais Hopper voulait, pas Hopper, mais c'est tout comme moi, Doig voulait composer une scène à la Edward Hopper. Il voulait atteindre cette espèce de réalisme lumineux, mais en même temps un peu mystérieux, un peu, comment dire, eerie en français. Excusez-moi, je passais la semaine en anglais. Étrange et un peu inquiétant, pardon, qu'on retrouve dans l'atmosphère des toiles de Hopper. On voit une en référence. Souvent, les scènes de Hopper sont nocturnes, souvent celles de Doig aussi, mais ces scènes diurnes sont composées un peu de cette façon-là, avec des lignes d'horizon marquées, des personnages solitaires, et c'est cela qu'il cherche à retrouver. Mais pour la Pérouse, la Pérouse Wall, pour cette œuvre, il y a plusieurs esquisses. On en a quelques-unes dans les salons hauts. Et toutes montrent comment il essaye de régler, de solutionner différents problèmes liés à l'image. Ici, un des problèmes principaux qu'il avait, c'était la démarche de l'homme. Il part d'une photographie qu'il prend de sa voiture, d'un type assez connu sur l'île, une sorte de pas un mendiant, mais un personnage marginal, si l'on veut, qui se promène avec un parapluie rose sur lequel il a cousu toutes sortes de morceaux de tissu et une chemise sur laquelle il a cousu, donc ce personnage, des centaines de boutons. C'est un original, en fait. Et qui se promène comme ça, avec le regard un peu absent. Une fois, Peter vient à contresens, essaie de lui dire bonjour, et l'autre l'a regardé un peu comme s'il avait été victime d'une apparition. Donc, il est dans son monde, il se promène, et il cherche à capturer cet isolement psychologique du personnage. Mais la série des esquisses montre les différents problèmes qui se posent. Dans le premier est celui de la démarche. Il faut qu'il ait cette démarche un peu perdue, là, un peu dans le rêve. Alors, c'est l'enjeu qui a été le plus difficile, mais aussi l'angle du mur et même l'angle de vision. Alors que la photographie le montre à angle comme ça, on voit certaines esquisses qui le montrent de façon beaucoup plus droite, comme s'il avait tourné lui-même autour de sa propre photographie. Ici, on voit comment il encadre une section pour essayer de projeter l'œuvre dans un environnement nocturne. On le voit aussi se concentrer, cette esquisse est dans l'exposition, elle est magnifique. C'est tout petit, mais c'est splendide, ça vaut des millions. Et puis,
Et on voit donc le parapluie, cette tête, et on voit aussi la composition de 100 Years Ago, 3 bandes de couleurs, qui est un processus assez court. En fait, l'œuvre finale se trouve dans la deuxième salle. On passe à l'autre salle, avec une œuvre non moins riche, non moins intéressante, plus difficile à appréhender. Avant qu'on éclaire la salle, c'est une œuvre qu'on ne voyait pas. Elle était juste brune dans le coin. Une fois éclairée, vous allez voir, elle est remarquable, mais c'est une œuvre très difficile et qu'on gagne à regarder plus d'une fois. C'est presque devenu mon œuvre favorite. On fait ça, ça change à chaque fois que j'y retourne. Mais c'est une œuvre très dure, complexe, donc difficile à déchiffrer, mais en même temps éblouissante. Et c'est celle d'un homme qui boit, qui est attaché à un arbre et qui boit. Et la scène originale dont il s'inspire, encore une fois, c'est une carte postale que lui avait envoyée un ami, carte postale 19e siècle, parisienne, d'un type, un ivrogne, avec une bouteille accrochée à un arbre. Puis, sans doute que la scène avait été un peu posée. Ça semblait avoir été posé pour un photographe, pour des fins touristiques. On simule un ivrogne et donc c'est joué. Alors, la pose est un peu outrée, la bouteille comme ça, comme il faut. Il part de cette scène et il fait différents dessins. Et en voici un à droite et un autre en dessous, qui montre comment il transforme peu à peu le personnage d'ivrogne en une espèce de saint. Alors, c'est bien sûr un peu voici l'ivrogne de Manet, bien connu, le buveur d'absinthe. Mais voici un Saint-Sébastien attaché à un arbre. Et donc je lui pose la question. Moi, je voyais un saint, je reviens rapidement là-dessus. Je voyais un saint dans le deuxième avec une auréole. Puis il dit non, en fait, je voulais juste accentuer d'abord, je voulais déplacer cet ivrogne dans un contexte des Caraïbes, dans le contexte du carnaval de Trinidad. Beaucoup de touristes arrivent, se saoulent, ont l'air d'idiots, s'accrochent à des arbres. Et c'est un peu cet effet qu'il voulait avoir. Il pensait aussi au chapeau de Van Gogh. Donc il y avait une sorte de référence picturale qui se glissait dans cette peinture. Et il ne pensait pas tellement au saint, quoique il n'était pas tout à fait inconscient ou ignorant de cette tradition donc, du Saint-Sébastien attaché à un arbre, avec lequel son ivrogne partage aussi la pose du contrapposto, là, bien connu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il revient sur cette image 4, 5, 6 ans plus tard, dans des petites esquisses que nous avons, où là aussi, encore une fois, on ne peut pas ne pas voir une sorte de saint sujet à une illumination sous une frondaison tropicale très, très, très lourde. On le voit ici, ça c'est Doig lui-même qui pose, qui prend la pose de la carte postale. Et là, je prends note de l'année, c'est 2005, ça c'est l'année où il termine son œuvre. Portez attention à cette pièce qui est vraiment, vraiment remarquable, qui se laisse pas, qui se donne moins facilement que toutes les autres aux couleurs éblouissantes, mais qui est une grande finesse, une grande complexité. Un autre cas, on est dans la deuxième salle, c'est Moruga, 2002-2008, 6 ans à accepter de considérer que l'œuvre était finie et prête à sortir de l'atelier. Une œuvre qui évoque stylistiquement l'œuvre de Gauguin. Et on a parlé de ça hier, encore une fois, je reviendrai, mais beaucoup de critiques, de commentateurs et d'écrivains ont noté le lien de l'œuvre de Gauguin, de Doig avec celle de Gauguin. C'est normal. Gauguin est l'archétype du peintre occidental qui quitte la civilisation pour retrouver l'espèce de non-civilisation, la pureté d'un paysage où les gens vivent sainement dans un environnement tropical, etc. Mais Gauguin, lorsqu'il le fait, lui, arrive dans les tropiques et rêve, en fait, et peint
les scènes d'une sorte de spiritualité et d'un mode de vie qui est déjà en disparition. En 1890, le dernier prince meurt, le dernier roi meurt à Tahiti, exactement quand il arrive, en juin 90. Et il essaie de se réfugier au plus loin dans les forêts de l'île pour trouver des gens qui vivent encore selon l'idée qui se fait du sauvage. Il est complètement obsédé par cette idée. Doig, rien de ça. Il n'arrive pas à Trinidad en pensant qu'il va trouver des gens primitifs et qui vivent sainement une vie d'avant la civilisation. Il sait ce qu'il découvre, c'est un pays qu'il a déjà connu, c'est-à-dire une réalité très brute. Et il peint cette œuvre qui a tout du Gauguin, les couleurs vives, le cloisonnisme des formes, l'atmosphère tropicale, sinon qu'elle est monumentale. Il faut bien comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, que les œuvres de Doig sont 10 fois supérieures, en effet, qu'on ne peut l'imaginer sur des reproductions. Mais il s'inspire de cette petite scène à droite qu'il voit, qu'il trouve dans un journal. Le morceau de journal dont il s'inspire, d'ailleurs, se trouve dans une des vitrines de l'exposition et qui montre des gens, des locaux, en train de refaire, de reconstituer, là on parle de reenactment en anglais, l'arrivée de Christophe Colomb à Moruga, qui est une baie dans le sud de Trinidad, sur son navire qui s'appelle la Rufine. Et ce que Doig utilise comme image, c'est précisément ça, une espèce de grand bateau blanc sur lequel se trouvent 2-3 personnages, un qui est assis littéralement sur le devant de la quille, comme si Christophe Colomb avait pu faire quelque chose comme ça, et qui arrive à Moruga. Mais dans ce cas-ci, il n'utilise pas la vraie baie de Moruga, qui paraît-il est très, très tranquille, très, très douce et très graduelle, mais plutôt la côte du nord de l'île qui est très tumultueuse, escarpée et dramatique. Il voulait juste ajouter finalement un effet dramatique. Alors, loin d'être dans une idéalisation d'un passé mythique ou mythologique tropical, on est au contraire dans l'utilisation d'une scène de reconstitution de l'histoire par des locaux et projeté dans un décor qui n'est pas le décor d'origine. Donc quelque chose de tout à fait composé ou composite même aussi, et puis qui dit quelque chose également sur l'état de la situation historique dans laquelle il se trouve. Voici un autre dessin donc qui est fait par Doig de cette scène de Christophe Colomb rejoué par les locaux. On peut imaginer que ce n'était pas exactement comme ça. Deux autres œuvres côte à côte qui sont très, très instructives à voir, parce qu'une, donc Paragon, libérée en 2006, quand je dis libérée, c'est libérée de l'atelier. L'autre, très semblable. Faut les voir, hein, c'est pas juste pour les couleurs, là, parce que on a travaillé avec des sources d'images différentes, mais ces couleurs sont beaucoup plus semblables. L'autre qui lui prend 6 ans à faire. Au début, en fait, la raison pour ceci, c'est qu'il avait commencé la scène dans un format vertical, donc c'est la droite, mais il n'était pas satisfait de ça, donc il entreprend en même temps une autre toile horizontale. Il arrive à peindre sa scène avec ces effets de superposition des vagues d'eau qui avancent sur la plage, aussi avec le troisième joueur. C'est une scène qui est tirée d'une photographie de joueurs de cricket, d'amis à lui qui jouent au cricket sur la plage, pardon. Et donc, il libère cette œuvre qui est à gauche, qui est assez différente. Regardez comment la volumétrie est beaucoup plus marquée, la volumétrie des personnages, puis comment aussi le cloisonnement des nappes d'eau et de la végétation est beaucoup plus délimité. On est vraiment là dans une esthétique Nabi, Gauguin, Sirusier, quelque chose de très, très marqué. Et regardez en bas à droite, sur les 6 ans qui travaille et retravaille cette toile, le personnage à gauche est un peu dissous. Les vagues aussi s'interpénètrent avec beaucoup moins de netteté. Et le dernier personnage en haut, lui aussi, se trouve aller et venir entre les flaques d'eau d'une manière tout à fait mystérieuse. C'est des toiles qu'il faut voir de près, c'est impressionnant. La considération de ces effets est mystérieuse. Et voici quelques esquisses préparatoires et comment
il arrive à... Il travaille le jeu des formes et des couleurs. Encore une fois, regardez le personnage en haut à droite qui, là, est, à part une ligne qui lui traverse le haut de la poitrine, est complètement au-devant des flaques. Ici, une toute autre vision de cette scène, en bicolore ou sur des teintes de gris, ou jouer et travailler horizontalement aussi, pour essayer de saisir davantage le mouvement et la composition d'ensemble. C'est un maître de la composition. Voici une autre salle, une autre œuvre dans cette salle qui est intéressante et qui, elle, provient d'une autre source. C'est Man Dressed as Bat. Donc, l'origine de cette œuvre, c'est une statuette que lui donne un ami artiste, Mbah, E-M-B-A-H, un artiste très connu à Trinidad. Doig, d'ailleurs, il faut le savoir, est très actif, très impliqué dans la scène trinidadienne. Il est ami avec bien plusieurs artistes, dont Mbah, qui est un grand ami à lui, et aussi un autre artiste connu qui s'appelle Che Lovelace, qui est aussi un grand surfeur. Comme Doig est un hockeyeur, je pense qu'on a tous su ça maintenant avec la conférence de presse assistée par Guy Lafleur et Jean Houle. Et donc Che Lovelace, avec Che Lovelace, il anime le Studio Film Club, dont on a 42 posters. Chaque fois qu'il fait... Le Studio Film Club, c'est un cinéma de répertoire qui a lieu dans l'atelier même de Doig. Et pour chaque représentation, il fait une affiche originale qui ensuite garde. Certaines ont été vendues, donc d'où le fait qu'on en a qui proviennent de 2 collections ici. Ce sont des affiches magnifiques. Et aussi l'étendue de sa cinéphilie montre bien l'attention qu'il a pour les manifestations culturelles du monde entier. C'est quelqu'un qui n'a pas un regard métropolitain, ou alors s'il a le regard métropolitain que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'une ouverture à toutes les cultures. Et il y a des films africains, des films trinidadiens, des films français des années 60. Et on comprend que c'est un vrai cinéphile. Mais voici, dans ce cas, je reviens à Mbah. Mbah lui donne une petite statuette d'un personnage habillé en chauve-souris. C'est un personnage assez classique du carnaval de Trinidad. C'est pas Superman, c'est pas Batman, pardon. C'est autre chose. C'est quelqu'un. Et d'ailleurs, ces personnages, paraît-il, marchent en imitant et bougent en imitant les gestes de la chauve-souris. C'est quelque chose qui est réellement précis, une sorte d'animisme dans ce personnage. Et c'est en projetant la sculpture sur le mur qu'il arrive à l'idée qu'il va peindre les ombres. Alors le premier dessin, c'est celui à droite, on l'a dans la dernière salle où on montre les dessins et esquisses. Mais la grande toile, qui est immense, il faut bien comprendre, il faut la voir, c'est finalement une représentation d'ombre. C'est une ombre. Et c'est assez... La présence est très fantomatique. Mais j'attire votre attention aussi sur les marques en bas et en haut. Vous avez des marques de dégâts d'eau, et qui sont effectivement des dégâts d'eau, et qui ont eu pour effet dans son atelier justement de colorer ces toiles. Lui, au lieu de se dire « Zut, ma toile est abîmée, je ne peux pas, il me faut une toile neuve, pas de problème », il travaille à partir de ça, avec ça, donc elles sont intégrées dans l'œuvre. Et j'ai déjà entendu dire qu'il fallait peindre d'une façon « to be reckless ». Il prend des risques qui sont étonnants. Tout autre peintre aurait rejeté ces marques de dégâts d'eau, ces taches, en fait, qui n'auraient pas été de son propre fait, mais lui, il les intègre à la composition et les ajoute finalement au caractère fantomatique de cette scène. Une autre œuvre étonnante, là aussi où il prend des risques, c'est Mal d'estomac. Elle est en paire, en pendant avec Man Dressed as Bat, donc une immense œuvre abstraite, si l'on veut, une espèce de grosse bulle bleue qui repose sur une masse orange. Une pureté de composition étonnante, une surface très, très, très vive, très animée, c'est une chose absolument curieuse. C'est curieux, ça ressemble à rien. Mais
en fait, il était parti de photographies qu'il avait fait prendre par quelqu'un de lui sous l'eau. En fait, c'est pas qu'il avait fait prendre, c'était lui qui s'était photographié sous l'eau. Et il y a quelques œuvres qui sont sorties de cette séance de photos. Un petit portrait de lui sous l'eau, qui est dans l'exposition, dans la deuxième salle, mais aussi une autre œuvre qui était celle-ci. Donc, cette immense œuvre qui s'appelle Mal d'estomac, en référence à une baie de l'île de Trinidad, baptisée ainsi par les Français, parce que c'est une baie extrêmement agitée. Il y a deux variantes à l'explication de cette étymologie. C'est qu'un était agité, tout le monde était malade, ou il y avait eu les gens qui s'étaient posés là avaient développé une certaine maladie, certains étaient morts. Donc, je ne suis pas allé au fond de cette question, mais d'où le terme mal d'estomac. Donc, il se peint sous l'eau avec cette ligne d'horizon. Voici la toile. Et le résultat, après avoir travaillé sur cette forme, après avoir brouillé son image au point qu'il soit devenu juste une espèce de bulle bleue, eh bien, il inverse l'image. Et le bleu est en dessous, c'est-à-dire l'inverse. Je reviens. Voilà. Une totale inversion. Et ça marche. Quelques œuvres pour clore, parce que finalement j'aurais pris l'heure. Ping Pong, donc il y a une histoire assez particulière. La personne que vous voyez à droite s'appelle Aurel Blais, et c'est l'oncle de Denis Blais. Et Denis Blais est un Montréalais qui a quitté Montréal quand il avait 20 ans. Là, il a le même âge que Doig, 54. Il s'est installé à Cologne, en Allemagne. Il a travaillé avec Zygmunt Polke. Il était ensuite lié à la scène disco de l'Europe. Il arrive à Londres, je pense, en 90, et il fonde les restaurants Belgo, qui finit par vendre, donc un entrepreneur. Et Belgo, c'était une formule moule et frites à la belge. Mais il joue au hockey, et donc il devient un copain avec Doig. Les deux jouent au hockey très souvent. Puis un jour, il lui conte l'histoire de ses deux oncles, dont Aurel, qui passaient leur été dans leur chalet des Laurentides à jouer au ping-pong devant un amoncellement de caisses de bière. Parce qu'il y en avait un qui prenait pour Molson, un qui buvait de la Molson, l'autre qui buvait de la Labatt. Et ça faisait donc une espèce de mur de caisses de bière rouge et bleu. Et il lui passe une photo de Aurel en train de jouer au ping-pong. Et là, je rencontre Denis Blais, puis à quelques reprises, puis il me conte cette histoire, puis il me dit un jour, récemment, en 2008, il croise Doig dans la rue, puis Doig lui dit « Hey, Denis, viens voir ». Et il l'amène à la Tate, il y avait l'exposition de Peter Doig, et il dit ben, « C'est là que je vois mon oncle Aurel Blais immortalisé ». Donc, lui ne savait pas que cette photo avait fait son chemin comme ça. Mais Doig voulait, en fait, était fasciné par cette idée, cette image dans sa tête d'un mur de caisses de bière de couleur et qui formait comme un damier géométrique. Et très intéressé aussi à la figure d'Aurel Blais. Quand on parle avec Doig, il est très sensible à la morphologie humaine, à comment le corps des hommes, par exemple, un joueur de hockey, 54 ans, il est conscient de comment son corps se développe, comment les hommes développent une cage thoracique. Il en parle en termes très précis. Il a des notations justes sur cet aspect-là de la vie et des corps. Mais évidemment, il n'a pas son mur de caisses de bière Labatt et Molson à Trinidad. Donc, il prend une photo d'un autre mur de caisses à Trinidad et il se sert de ça pour un peu composer son damier. Voici quelques esquisses où on le voit jouer avec différents éléments. Le damier en bas, le damier avec joueur, le joueur, sa pose, sa tête aussi de gars de 50, 60 ans qui est chauve, qui a une moustache. Et puis ce geste, vous allez trouver plein d'esquisses. Vous voyez comment il compose les masses, les volumes. Là, on sent presque plus la personnalité. On est plus dans un rapport de force entre les clairs et les obscurs. Ici, le rapport des couleurs entre la table verte et puis le damier de bleu et de gris. Ici, davantage l'élancement du personnage
évidemment. Vous allez voir des esquisses dans les vitrines qui sont seulement la raquette, d'autres seulement le filet. Donc, je travaille absolument chaque aspect de cette toile, ici avec un peu de feuillage tropical, pour arriver à cette œuvre tout à fait étonnante, là. Peut-être j'aurais dû la reprendre, mais je crois que j'arrive un peu à la fin avec cette peinture, Painting for World Painters, Prosperity, POS, c'est Port of Spain, 2010-2012, une immense œuvre, là aussi, qui, je vais y revenir, qui s'inspire de ce bar de Port of Spain, qui s'appelle le Prosperity Club, qui n'est pas exactement dans un quartier prospère, et qui, dans lequel, paraît-il, on joue donc une musique surtout roots and reggae, comme on dit, donc inspirée d'un Caraïbe, Bob Marley, des origines un peu africaines du reggae. Et sur le mur de laquelle il y a cette peinture, cette murale, si l'on veut, de drapeaux africains. Et il reproduit ça à peu près tel quel. Il ajoute le lion perse, en référence à quelqu'un de son entourage qui est d'origine perse. Tous ces drapeaux sont des drapeaux africains existants. Le seul dont il n'arrivait pas à trouver l'origine, c'est celui qu'on voit en haut au centre, à côté de ce qui semble être un drapeau américain simplifié, réduit. Vous avez cet encastrement de rectangle, qui est en fait un drapeau, je pense, du parti de Mugabe au Zimbabwe. Et il l'a retrouvé une fois lorsqu'il a vu une scène de documentaire sur Mugabe où les gens agitent des petites bannières sur son passage, et il s'est dit, voilà, j'ai réglé. Mais là, ne me mettez pas au défi de nommer tous les pays. Ça, demain. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il transforme cette scène. Encore une fois, il sort ce mur de son contexte, il le place sur un fond de paysage maritime, avec une ligne d'horizon, avec ce qui semble être Carrera, mais qui ne l'est pas dans ce cas précis, qui est juste une île. Et c'est une œuvre aussi qui illustre bien cette nature réflexive qu'il a sur la peinture, ce regard réflexif, pardon, qu'il a sur la peinture et son rapport à la réalité, puisqu'on se retrouve ici avec une peinture d'un élément réel, qui est en fait une murale de drapeaux, qui sont eux-mêmes des peintures, si l'on veut, ou des symboles picturaux simplifiés de réalité. C'est une œuvre parfaite pour finir, si on veut, la séquence de cette exposition, pardon, puisqu'elle résume toutes les considérations auxquelles il se trouve actuellement, qui est celle de s'engager à la fois dans la représentation de la réalité qui l'entoure, mais en même temps dans la considération, ou plus je suis désolé, je parle anglais toute la semaine, acknowledgement, la reconnaissance, oui, voilà. La reconnaissance du fait qu'il ne fait encore et toujours que de la peinture. Et c'est vraiment une œuvre très, très riche de sens dans ces deux directions que cette œuvre. Ben voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous remercie.